Donc Jean-François, traduis-nous un petit peu ce que c'est le deep learning et un mot barbare, algorithme. Algorithme va être une méthode pour acquérir des données et les utiliser afin d'obtenir un résultat. Voilà donc l'article du mois qui est consacré à le développement et la validation des algorithmes pour l'apprentissage profond. Je développerai plus tard ce que signifie ce terme, pour la détection des rétinopathies diabétiques et des l'œdème maculaire à partir de photographies du fond d'yeux. Les exposés précédents nous ont dit quand même qu'il y avait peu de patients dans chaque cohorte et qu'il était nécessaire de réaliser des études avec des plus grandes cohortes. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à avoir des données précises, valides, sérieuses, référencées pour pouvoir établir un diagnostic et proposer un traitement. Donc, dans le journal JAMA, Varun Guslam nous a proposé un deep learning pour créer un algorithme automatique qui détecte la rétinopathie diabétique et l'œdème maculaire à partir de photographies du fond d'yeux. Je ne sais pas si c'est grand angle ou pas grand angle, je ne sais pas, mais au moins à partir de photographies du fond d'yeux, de fond d'œil. Et donc, il est nécessaire de constituer ce qu'on appelle un réseau neuronal qui est éduqué à partir d'un ensemble de données, de photographies qui sont évaluées plusieurs fois par un ensemble d'ophtalmos américains. Donc on voit que c'est 3 à 7 fois et par un ensemble d'ophtalmos qui ont soit installé en ville, soit en milieu hospitalier. Comme dans toutes ces études-là, il faut un échantillon de validation pour certifier que ce modèle-là est adaptable à d'autres populations. On l'a vu avec l'étude de Florence, qui nous donne un AIC et qui nous certifie que le modèle est ajustable à d'autres populations. Et donc, les résultats dans ce type d'études de validation se font à partir de 2 échantillons, un échantillon américain, un échantillon européen, basés sur plusieurs milliers d'images qui ne recoupent pas l'échantillon d'apprentissage. Ce sont bien des échantillons différents, donc il n'y a pas d'overlap comme ils disent. Et donc, là, la prévalence du diabète dans ces échantillons-là est de 7,8% pour IPAX, qui est l'échantillon américain, tandis qu'il est de 14,6% pour l'échantillon européen. Ensuite, ces résultats sont quand même de bonne qualité puisque l'Herschel-Jacob, vous êtes maintenant habitué à ce terme-là, nous donne pour chacun des échantillons des valeurs de 99% ou 99%. Donc on est sur un modèle qui est valable et qui va pouvoir nous donner des résultats corrects de sensibilité et de spécificité en fonction du cut-off qui est celui de la plus haute sensibilité retenue pour ces 2 échantillons. Donc le modèle est valable. Mais comment est constitué ce modèle-là? En effet, on a parlé de deep learning qui est différent du machine learning. Le machine learning est une technique qui permet d'appliquer des règles de déduction. On donne au logiciel des photographies avec une classification et lui va chercher à simplement donner une réponse la plus proche possible des exemples donnés. À l'opposé du deep learning, qui lui est une technique d'induction. Il va donc falloir corriger les réponses données par le logiciel. D'induction. Le machine learning déduit. Le deep learning est une méthode d'induction. Il va donc falloir un échantillon d'apprentissage avec des photographies validées, certifiées par les confrères ophtalmos, et on va donc donner une valeur
positive ou négative au logiciel, suivant que la réponse est bonne ou pas bonne. Et l'algorithme va s'auto-corriger. Donc il s'agit de la méthode d'induction qui nécessite de volumineuses données. Comment est-ce qu'est construit ce logiciel, cet algorithme? Il est établi selon une règle, la règle de Donald Hebb, éditée en 1949, sur des règles, sur des analyses biologiques. Quand une cellule A excite par son axone une cellule B et que de manière répétée et persistante, elle participe à la genèse d'une impulsion dans B, A, B, un processus de croissance ou un changement métabolique a lieu dans l'une ou dans les deux cellules de telle sorte que l'efficacité de A, la première cellule, qui de façon répétée excite la cellule B, eh bien son efficacité est accrue par rapport aux autres cellules. Donc on va construire un système multicouche compétitif avec ce qu'on appelle les inputs, des entrées et des sorties. Mais ça sera un modèle non linéaire, car si c'était un modèle linéaire, on connaîtrait déjà la réponse à la sortie, mais là il s'agira d'un modèle compétitif et non linéaire. Comment construire ce type de logiciel qui sera à notre portée bientôt, puisque là vous le réclamez tous, vous demandez les plus grandes quantités de données, il faut des analyses box counting, et ça, seuls des logiciels suffisamment puissants pourront le faire. Et donc, la diminution du nombre d'ophtalmos et la nécessité de screener une grande partie de la population nécessitera l'ajout de ce type de logiciel dans notre exercice. Alors, comment fonctionne-t-il? Ce sont donc des réseaux neuronaux qui sont construits avec une succession de couches. Chaque couche comprend un certain nombre de neurones qui traitent les données de la couche précédente comportant n-1 neurones. Chaque synapse entre le n-1 et le ni a une valeur, un poids. Dans chaque couche, les sommes, les valeurs sont combinées, puis pondérées, et il y a une fonction d'activation qui va pondérer et utiliser un effet seuil pour accepter ou non la valeur précédente. Cette fonction de pondération est variable. On peut utiliser simplement une fonction scalaire, multiplication, logarithme, exponentielle, dérivée, tout ce que vous voulez, ou bien également combiner avec la distance, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs, avec une représentation binaire ou tridimensionnelle entre les inputs. Ensuite, il va y avoir des boucles de rétroaction, et c'est là où le modèle n'est plus linéaire, car en fonction de la réponse, l'activation du seuil, il va y avoir une valeur négative ou positive qui va être imputée à chacune des synapses. Donc le modèle n'est plus linéaire. Est-ce que vous me suivez? Ça nécessite, par exemple, si on parle de la rétinopathie diabétique, que les patients soient suivis suffisamment longtemps pour que la machine puisse elle-même être implémentée de l'évolution du patient ou pas du tout? Non, il n'est pas nécessaire. Il suffit simplement d'utiliser un lot, un batch, un volume de données suffisantes, gradées par les ophtalmos, et de voir la correspondance entre la réponse donnée par l'algorithme et la réponse, le grade donné par l'ophtalmo. S'il y a un écart, à ce moment-là, l'algorithme est corrigé. Par les concepteurs qui ont conçu l'algorithme. D'accord. Mais tout ça, c'est dans la phase de développement, d'élaboration de l'algorithme. Voilà. Ma question, c'est, voilà, le logiciel est commercialisé. Comment il va continuer à s'améliorer? Puisque à partir du moment où il est commercialisé, il y a des labels, des machins. Donc il ne peut plus avoir normalement d'amélioration. C'est parce qu'on a... Tu vois ce que je veux dire? Les certificats. Oui, je comprends bien. Et
est-ce qu'il peut s'améliorer dans l'exercice quotidien? Je pense qu'il peut s'améliorer si on a un accès à l'algorithme. Et c'est justement là où je vais en venir dans les diapos suivantes. Ce type d'algorithme utilise la mémorisation, c'est quasiment la méthode par déduction, mais le plus souvent, la méthode est généralement la méthode de généralisation qui permet d'utiliser les données de validation pour traiter les données déjà connues, mais également des données non connues. C'est ça qui est intéressant dans ce type d'algorithme, c'est qu'il va assimiler les données connues, mais il va se rapprocher, quand il rencontre une inconnue, de données déjà enregistrées dans son algorithme. Donc c'est une généralisation. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? C'est quand même un peu bizarre ton truc, il connaît tas de choses, à partir d'un exemple, d'un ensemble de données, il arrive à détecter des données qui ne lui ont pas été présentées. Et c'est tout l'intérêt de la non-linéarité et de la backpropagation, qui consiste à analyser les erreurs et les écarts entre la réponse donnée par le logiciel et la réponse souhaitée par le confrère. Et lui va l'enregistrer. Et donc, toutes les caractéristiques de cet algorithme, c'est d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir modifier le poids et les seuils de détection à chacun des synapses. Alors, parfois, il faut utiliser ce qu'on appelle également dans ce type de deep learning, le pruning, c'est-à-dire l'élagage. Le logiciel, l'algorithme, doit être suffisamment performant pour pouvoir repérer les séquences, les synapses les plus performantes et ne pas se laisser contaminer par des synapses peu performantes. Et donc à ce moment-là, il doit y avoir une méthodologie qui prévoit que ces synapses doivent être quasiment endormies ou négligées pour pas qu'il y ait trop de bruit de fond et qu'on soit plus performant en utilisant les synapses qui donnent le meilleur rendement. Ça s'appelle le pruning. Alors, quels sont les avantages de ce type de système automatique? C'est la fiabilité des interprétations, la haute sensibilité, la haute spécificité et l'instantanéité des résultats. Par contre, ça nécessite le recueil de volumineux de données par dizaines de milliers pour éliminer les cas anormaux ou qui sont très éloignés de la cible projetée. Donc il faut aussi que ces logiciels, ces algorithmes soient prêts à rencontrer des situations assez variées. Si on lui soumet un data de quelques centaines d'images, il peut être complètement déstabilisé par le faible niveau d'information qu'on lui procure. Et de même, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments descriptifs dans l'évaluation des données pour que lui puisse se référer à chacun des grades. S'il y a peu d'informations, si c'est simplement binaire, diabète, pas diabète, il n'acceptera pas ce type de diagnostic. Il lui faut un grading de chacune des données assez complet pour qu'il puisse sélectionner et avoir du poids dans chaque synapse, puis un produit scalaire, puis des seuils de détection. Les inconvénients... Donc il faut une multitude, en fin de compte, enfin, il faut beaucoup de données pour de critères pour l'apprentissage. Oui, il faut lui fournir beaucoup de données. Après, il faut qu'il y ait un minimum de données, comme je viens de te le dire, si tu lui présentes que peu de données, si tu lui présentes 13 cas d'occlusion de branche veineuse, il ne va pas aimer. Non, ça c'est sûr. Voilà, il faut, comme tu l'as dit... Non, je parle, ça, le nombre de patients, ces choses. Non, je parle du nombre de critères. C'est-à-dire microanévrisme, hémorragie.
Il faut mettre beaucoup. Il ne se base pas sur la description de microanévrisme d'hémorragie, il se base sur l'analyse en box counting d'un gradient de la fréquence, de la présence de données. C'est-à-dire noir-blanc peut-être, mais c'est le concepteur de l'algorithme qui va lui-même sélectionner, choisir. D'accord. Et donc c'est ça que nous ne connaissons pas. Il ne repère pas Ça, c'est la déduction. Quand on lui dit microanévrisme, hémorragie, œdème, c'est de la déduction. Donc, en fin de compte, ce n'est pas de l'induction. Ce qui est plus dangereux, c'est ce qui a été fait par les experts. Exactement. Parce que c'est ce que les limitations de ce type d'automatique, c'est que, effectivement, la gradation. Il n'y a plus de lien direct, si tu veux, entre ce qu'on analyse et le résultat. C'est là où. Et c'est ce que dit les limitations de ce type de système, c'est que le grading est élaboré à partir d'un consensus d'ophtalmo, mais certaines images plus subtiles peuvent échapper à l'ensemble au consensus des ophtalmos. Donc le logiciel ne nous fournira pas la réponse. Et ensuite, la technique, la boîte noire de cet algorithme n'est pas connue des utilisateurs. Non. Il n'est connu que des concepteurs de l'algorithme. Et qui, Et elle pourra, en l'analysant, peut-être nous donner, nous, des indices sur l'interprétation, finalement, non connue de certains. Par exemple, si on veut grader une rétinopathie diabétique, la machine va analyser X critères qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les AMIR, les machins. Absolument. Et va nous donner un score, un pronostic peut-être pour ce patient et nous dire, dans ce cas-là, il vaut mieux faire une PPR. Mais nous, est-ce qu'on pourra après rentrer à l'intérieur de cette boîte noire pour comprendre la déduction? Non. Même Ça dépend à quel stade c'est-à-dire que si c'est un travail collaboratif et de partage, comme le font certains grands industriels, par exemple en OCTA, où il y a un travail collaboratif qui est fait avec un prototype, pendant tout ce temps-là, oui, il y aura de l'échange, mais je crois à partir du moment où c'est figé, c'est figé. Par contre, la propriété ce qui sera très intéressant de mettre dans les termes de ce genre de contrat, entre guillemets, c'est qu'il y ait un nouveau visiting, si tu veux, 10 ans après, avec les connaissances qui évoluent, l'interprétation qui évolue, la médecine elle change tout le temps. Aujourd'hui on est sur quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Non mais par de nouveaux experts, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui on va dire ça, c'est noir, 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 et puis en fin de compte, dans 5 ans, on pensera complètement différemment. Parce qu'on aura de nouveaux arguments. Et donc, voilà, mais ce type d'algorithme évolue aussi dans sa conception, dans son utilisation, il y a encore beaucoup d'autres paramètres. Il y avait 22 millions de variables dans cette étude. Donc il faut... C'est chouette, c'est chouette, c'est beau. C'est énorme. Moi, quand j'arrive à 100 patients, je suis contente. Donc, ce type de logiciel ne sera utile quand il sera disponible pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci Jean-François. Écoute, ça fait rêver, hein ?